Ce qu'on a essayé de souligner dans notre bouquin, c'est qu'aujourd'hui on était dans une période très étrange dans laquelle finalement on a tout un tas de signaux pour ceux qui veulent se donner la peine de bien les regarder et qui montrent qu'on a une tempête qui s'annonce, sauf que pour le moment la tempête est absolument pas là et que le baromètre est encore à peu près, je dis bien à peu près au beau fixe, parce que ceux qui font partie des 100 000 chômeurs supplémentaires par mois, s'ils me regardent, ils trouveront que j'ai une drôle de définition du beau fixe. Ce qui est très ennuyeux dans cette histoire, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte du fait que notre économie a été bâtie sur un château de sable et que ce château de sable va avoir ses fondements sapés, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, et que si on ne prend pas la peine d'essayer de réorienter l'économie avec un préavis suffisant, eh bien, cette affaire-là va se faire de manière spontanée. Exactement, les activités des hommes vont se voir contraintes de manière spontanée et extrêmement violente. Et quand on a des déstabilisations économiques extrêmement violentes, l'histoire nous montre que ça débouche très facilement sur de l'oppression politique, c'est-à-dire la dictature, ou sur des guerres, ou sur une savante combinaison de tout un tas de trucs que je ne souhaite à personne. Alors, la crise actuelle, elle est très facile à relier pour moi au problème d'énergie, parce que l'énergie est quelque chose qui est indispensable à n'importe quelle transformation du monde. Donc quand vous avez le prix du pétrole qui est multiplié par 10 en l'espace de quelques années, vous freinez la possibilité de transformer le monde, de chauffer, de déplacer, de transformer, de transporter, etc. Et donc vous avez l'économie qui ralentit. Depuis 1970, vous n'avez pas eu une hausse significative du prix du pétrole, à commencer par les chocs pétroliers de 74 et 79, dont tout le monde se souvient, qui ne se soit pas terminé par un ralentissement très fort, voire une récession sur un certain nombre de zones économiques un peu larges. Et là, il est en train de se produire exactement la même chose. Les âneries des banques qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour s'abstraire de leur ratio de solvabilité n'a pas créé la crise, ça l'a amplifiée et retardée. Il faut prendre les problèmes dans l'ordre quand on s'intéresse à aller de ce qui ne va pas vers ce qui va. Il y a un premier élément important qui est « je souhaite qu'on reste en démocratie ». Un deuxième élément important, c'est que depuis M. Tocqueville, on considère que la démocratie est indissociable d'une forme d'économie de marché. On peut la réguler un peu plus, un peu moins, on peut sortir un certain nombre de domaines du marché, par exemple la justice n'est pas dedans, la construction des routes peut ne pas y être, etc. Mais globalement, mon producteur de carottes va y être, c'est plutôt une bonne chose. À partir du moment où vous êtes dans une économie de marché pour une large partie de l'activité des hommes, il y a un truc qui est absolument constant, c'est que si vous ne donnez pas un prix à un problème, le problème n'est pas traité. Donc une des grandes règles de l'économie de marché, c'est que si vous voulez les gens s'occupent d'un problème, il faut lui donner un prix. À partir du moment où vous considérez qu'on va avoir des problèmes avec le système énergétique que nous avons actuellement, qui est basé sur un truc qu'on considère comme infini alors qu'il ne l'est pas, et qu'on considère comme sans effet alors qu'il ne l'est pas, eh bien, il faut donner un prix à la finitude des ressources, il faut donner un prix au fait que le changement climatique va avoir des conséquences dramatiques, pas tout de suite, plus tard. Et à ce moment, il faut mettre en œuvre ce qu'on appelle une taxe carbone, c'est-à-dire donner un prix croissant au problème. Alors ça va déplacer toutes les activités partout et tout le temps, et ça va avoir un effet qui va être très désagréable, qui va être la contraction du pouvoir d'achat, mais qu'on va avoir de toute façon, parce que beaucoup de gens pensent que le prix des produits ne dépend que de notre bonne volonté. C'est faux. Si demain matin, passé le pic de production du pétrole, il y en a de moins en moins et que en plus celui qui reste est de moins en moins disponible pour les Européens et de plus en plus pour les Chinois, les Indiens, les Américains et les Brésiliens, eh ben, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, vous en aurez moins pour mettre dans votre voiture. Donc nous n'allons avoir le choix qu'entre d'une certaine manière la souffrance ou la mise au régime. Mais il n'y aura pas de repas gratuit. Donc il faut qu'on soit bien conscient de cette affaire-là. La taxe carbone est un moyen de déplacer le système en douceur, en laissant encore énormément de place à l'espoir, aux opportunités, aux projets, parce que toute contrainte fait toujours naître des projets, des espoirs et des opportunités. Mais il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Une bonne partie des gens dans notre pays sont parfaitement schizophrènes et contradictoires, considèrent qu'il y a des tas de problèmes graves qu'il faudrait qu'on règle sans qu'eux se lèvent de leur canapé, ne payent quoi que ce soit et que les autres n'ont qu'à le gérer à leur place. Malheureusement, c'est pas vrai. Et ça pose un problème majeur en démocratie, c'est que contraindre l'électeur en démocratie est un truc que le pouvoir politique ne sait pas bien faire. Une application pratique de cette histoire, c'est que l'électeur aime qu'on tape sur l'industriel et aime moins qu'on lui tape dessus à lui. Donc l'électeur, par exemple, aime qu'on mette des normes sur la manière de produire et aime beaucoup moins qu'on mette des taxes à la consommation de ce qui pose problème.
toujours, on continue à prendre un coup de zoom de plus en plus important. Ça veut donc dire que dès que vous parlez de taxes qui est décidé à dissuader les gens de faire quelque chose, c'est le cas pour le tabac, c'est le cas pour l'alcool et c'est le cas pour les énergies fossiles, les lecteurs n'aiment pas ça, sauf si vous lui servez une explication de texte qui est extrêmement longue et pas facile à faire. Parce que le pouvoir politique s'exprime à travers des médias qui réduisent tout à 1 ou 2 minutes, et servir des explications longues et détaillées et pédagogiques dans ce genre de cas de figure, enfin, avec ce genre de créneau, est un truc qui n'est pas facile. Il avait compris que c'était un truc qui était électoralement payant de parler d'environnement, et puis il ne faut pas oublier que le Grenelle a été monté et concocté par un homme qui a disparu du paysage actuellement, qui s'appelle Alain Juppé, et que c'était un processus qui avait été conçu par et pour lui. Beaucoup plus que par et pour Borloo. Donc en fait Borloo dans cette histoire il hérite d'un truc qui avait déjà été mis sur les rails. On peut le regarder comme un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, comme d'habitude. La partie verre à moitié plein, c'est qu'on a fait, on a initié un dialogue entre des gens qui se parlaient moins avant. C'est que ça a débouché à l'occasion du Grenelle sur des réformes de structure qui ne sont pas des réformes mineures, par exemple la fusion de certains corps dans l'administration. Voilà, donc on va dire qu'il y a quand même eu quelques effets intéressants. Ça a permis dans un certain nombre de milieux économiques aux gens qui se préoccupent d'environnement de devenir des interlocuteurs légitimes. Donc il y a un certain nombre d'entreprises par exemple où les gens n'hésitent plus à dire ouvertement que c'est des sujets importants. Ça c'est une des conséquences du Grenelle. Avant ces gens-là ils étaient un peu plus cachés, un peu plus honteux, ils s'exprimaient un peu moins violemment, etc. Le verre à moitié vide, c'est qu'on a besoin de monter sur l'Everest et que là on a fait le 8e du quart du chemin jusqu'au camp de base, qu'on est pressé par le temps et que tout ça traîne considérablement. Et la raison de fond pour laquelle ça traîne, c'est que la majeure partie des concepteurs politiques du Grenelle continuent à penser que tout ça c'est juste une affaire d'aménagement à la marge dans un monde qui reste infini, donc ils n'ont absolument pas compris la réalité de la contrainte. On va de toute façon, dans le monde qui s'annonce, se déplacer de moins en moins. Le 19e et le 20e siècle ont été caractérisés par un accès à une énergie de plus en plus abondante et de moins en moins chère, qui permet d'aller de plus en plus loin, de plus en plus vite et pour de moins en moins cher. Et ça va probablement s'inverser. Ça a commencé peut-être, et sinon ça va s'inverser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc les gens qui ont 20 ans aujourd'hui termineront leur existence dans un monde dans lequel on ne prendra plus l'avion comme on respire, pour des raisons physiques. Donc voilà, donc il faut faire avec. On y survit très bien, hein, c'est juste une affaire de ne pas se faire des illusions. Vous pouvez très bien passer l'hiver dans une pièce à 10 degrés, hein, vous n'en mourrez pas. Toute la question est de savoir ce qu'on appelle un luxe, et en fait vous vous rendez compte que la barrière se déplace constamment au fil des années et des décennies. Aujourd'hui, prendre l'avion, les gens considèrent que ce n'est pas un luxe. Il y a un siècle, ça n'existait pas. Et il y a 50 ans, il y avait Marcel Cerdan qui prenait l'avion et Général de Gaulle. Voilà. Et les autres, ils ne prenaient pas l'avion. Donc ce qui, il y a 50 ans, était un hyper luxe, hein, aujourd'hui, c'est presque un produit de consommation courante. Pour quelques dizaines d'euros, vous prenez l'avion si ça vous amuse. Bon, Si vous voulez faire construire une maison, c'est très simple. Vous appelez un entrepreneur général et vous lui dites « je veux une maison ». Et le type, il s'occupe de tout. Il trouve le type qui pose les fenêtres, il trouve le type qui pose les radiateurs, il trouve le type qui va faire les fondations, il trouve tout. Si aujourd'hui vous voulez faire rénover thermiquement un logement et que l'entrepreneur général en rénovation, il n'existe pas. Donc vous passez 6 mois à essayer de trouver le plombier qui va bien, le maçon qui va bien, le menuisier qui va bien, etc. C'est la croix et la bannière et le parcours du combattant. Donc dans un plan industriel, vous avez le besoin de former 50 ou 100 000 artisans du bâtiment pour qu'ils sachent faire ce genre de truc. Et dans un plan industriel un peu coercitif, vous pouvez même leur dire, je vous préviens, si vous ne savez pas faire ce genre de truc, vous oubliez la TVA à 5,5 sur vos travaux, je vous la repasse à 19,6. Je pense que ça va en motiver un certain nombre. Ça fait 1 siècle et demi qu'on fait du progrès scientifique et technique. En 1 siècle et demi, la consommation d'énergie mondiale a été multipliée par 150. La consommation d'énergie par individu a été multipliée par plus de 10. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 100 parties par million. Les surfaces de forêt mondiales ont significativement diminué. Le stock de poissons dans l'Atlantique Nord a été divisé par plus de 10. Donc le progrès scientifique, il crée autant de problèmes qu'il en résout. Et si j'essaye d'être un tout petit peu plus précis, la technologie n'est pas autoporteuse de solutions
la technologie s'investit là où le système socio-économique lui dit d'aller. Si le système socio-économique dit ce qui compte c'est la croissance, la technologie est mise au service de la croissance. Si ce que le système socio-économique dit c'est la technologie doit être mise au service de la préservation du capital naturel qui nous permettra d'avoir des sociétés stables et heureuses demain, parce que essayer de faire une société stable et heureuse sur la Lune, ça marche pas bien, à ce moment, le progrès scientifique ira se mettre là-dedans. Donc en fait, ce qui conditionne l'orientation du progrès scientifique et technologique, c'est les orientations économiques et sociales dont nous nous dotons. Ce qui fait que la technologie est une source de progrès ou une source d'emmerdement, c'est essentiellement ce que la loi dira, ce que le règlement dira, ce que l'économie dira, au sens de je pénalise ceci et je favorise cela à travers un truc qui s'appelle la fiscalité. Je ne suis pas du tout sûr que la Chine et l'Inde sont les grands consommateurs d'énergie de demain, parce que si le pétrole se met à baisser et le gaz se met à baisser en production, la consommation n'augmentera pas. Il n'existe pas de monde où vous ayez une production de pétrole qui baisse et une consommation de pétrole qui augmente. Donc 1 milliard d'habitants fois pas grand-chose par habitant, ça peut faire beaucoup, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas grand-chose par habitant. Aujourd'hui, la consommation d'énergie d'un Indien, c'est 1/10 de la consommation d'énergie d'un Français. Donc, est-ce que les Indiens sont des affreux cochons ou est-ce que c'est nous les affreux cochons? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que si, par exemple, vous prenez l'Europe, la consommation d'énergie de l'Europe fait à peu près 450 millions d'habitants, elle est à peu près 5 fois plus élevée que la consommation d'énergie de l'Inde.